Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Thomas Lubanga Dilo s'est poursuivi le 22 novembre 2010 devant la Chambre de première instance 1 de la Cour pénale internationale à La Haye. Thomas Lubanga Dilo est accusé d'avoir commis en tant que coauteur des crimes de guerre consistant en l'enrôlement et la conscription d'enfants âgés de moins de 15 ans dans les Forces patriotiques pour la libération du Congo, FPLC, et de les avoir fait participer activement à des hostilités en Ituri, un district de la province orientale de la République démocratique du Congo, au cours de la période allant de septembre 2002 à août 2003. Le procès s'est ouvert le 26 janvier 2009. L'accusation a cité à comparaître 28 témoins, dont 3 experts. La Chambre a fait appel à 2 experts. Jusqu'à présent, la défense a fait appel à 19 témoins. Les juges ont reconnu à 103 personnes la qualité de victimes autorisées à participer à l'affaire. Au stade actuel, le bureau du procureur a cité 7 témoins en vue de répondre à la requête de la défense concernant l'abus de procédure. Parmi eux, 2 ont comparu du 22 au 25 novembre 2010, M. Nicolas Sebir, un ancien enquêteur du bureau du procureur, et le témoin 38. M. Nicolas est un ancien enquêteur du bureau du procureur qui a travaillé à Bunia au cours de la période allant de 2004 à 2005 sur les crimes commis par les troupes de l'UPC et celles du FNI-FRPI en Ituri. Sa mission était de rechercher des éléments de preuve sur terrain et des témoins de l'accusation. Au cours de son témoignage, il a déclaré avoir rencontré des difficultés les premiers mois de sa mission, faute de sécurité. Monsieur Manoj Sachdeva, substitut du procureur, a conduit l'interrogatoire. Pour ce qui concerne la capacité du bureau, votre capacité à vous de mener des enquêtes pour procéder à l'audition de témoins, pourriez-vous nous expliquer brièvement, si vous le pouvez, l'impact des conditions de sécurité sur la capacité des enquêteurs d'entreprendre leur travail? L'impact était énorme dans le sens où il était strictement impossible pour nous de nous rendre dans les villages et tenter de prendre directement contact avec les témoins potentiels. Par ailleurs, les lieux de rencontre des témoins donc étaient limités. En 2004-2005, le bureau ne disposait malheureusement pas de locaux qui permettaient donc de recevoir des témoins et de prendre des auditions. De ce fait, donc, la solution qui a été adoptée, c'était d'utiliser des intermédiaires qui étaient capables de faire le lien avec justement les témoins que l'on recherchait. Et d'une manière générale, sans faire référence à des intermédiaires en particulier, quels critères présidaient au recrutement de personnes appropriées pour agir à titre d'intermédiaire? Dans certains cas, c'était, des opportunités qui se présentaient, des gens qui avaient des informations, qui avaient des moyens de pouvoir aller vers les témoins. Dans d'autres cas où il fallait cibler un petit peu plus la recherche, il fallait donc bien évidemment s'assurer que ces gens étaient à tout le moins pas partis au combat, au conflit qui avait eu lieu. Donc ça a été la chose primordiale, c'était de s'assurer qu'a priori ces personnes n'étaient pas, potentiellement des auteurs de crimes. Pendant le contre-interrogatoire de la défense, M. Nicolas a affirmé la présence de quelques incidents entre l'intermédiaire 316 et certains témoins. Maître Jean-Marie Bijoux-Duval, conseil de la défense, a posé des questions à M. Sebir. Dans l'extrait que j'ai lu, le témoin 35 indique que l'intermédiaire 316 lui aurait promis que vous lui achèteriez tous les produits dont il aurait besoin. Est-ce que vous avez demandé des explications à 316 sur cette affirmation, cette allégation? J'ai dû effectivement lui poser la question. Le détail de la réponse, honnêtement, je ne pourrais pas la donner.
Il est évident que je lui ai rappelé qu'en aucun cas on peut faire une promesse quelconque et que s'il promettait des choses à des personnes, de toute façon, il ne fallait pas qu'ils s'attendent à ce que moi ou le bureau, on prenne à notre charge ou sous notre responsabilité des promesses qu'il ferait qui étaient absolument en dehors de tout cadre légal. D'ailleurs, dans la suite de l'audition, c'est ce qui est bien indiqué. Je pose la question au témoin, est-ce que je vous ai fait des promesses, oui ou non? Et la réponse est très simple, non. Vous-même, avez-vous eu l'occasion de faire part à vos supérieurs de doutes ou de préoccupations en ce qui concerne le travail de 316, les informations transmises par 316 au bureau du procureur? Il y a eu effectivement des conversations, des discussions sur... C'est tout à fait normal dans le cadre de l'utilisation dans une enquête je dirais entre guillemets, d'informateurs intermédiaires, puisque malheureusement pour 316, le rôle, il y a eu plus un rôle d'intermédiaire que d'informateur. Mais ce sont deux aspects du travail qu'il faut voir de façon séparée. D'un côté, informateur, donc, il est au courant d'informations qu'il nous transmet. C'est une partie du travail sur laquelle il avait, à mon avis, une réussite et une confiance importante de notre part. En ce qui concerne son rôle d'intermédiaire pour s'occuper d'enfants, par exemple, ou de témoins, pour être tout à fait honnête, c'est pas un rôle qui lui sied particulièrement. Et de faire le contact, oui, mais de faire attention ou de suivre des enfants, c'est pas forcément le travail auquel lui-même était préparé au cours de sa carrière. Et ça le lui a été demandé. Maintenant, bon, c'est pas forcément ce qu'il y avait de plus simple. Le témoin protégé 38 est un ancien enfant soldat qui avait comparu devant la chambre de première instance 1 au mois de janvier 2009 en tant que témoin à charge. Le bureau du procureur l'a rappelé à la cour en tant que témoin à réplique. Pendant les audiences publiques, il a déclaré avoir été mis en contact avec les enquêteurs du bureau du procureur à travers l'intermédiaire 316. Monsieur Adé Omofade, substitut du procureur, a conduit l'interrogatoire pour le compte du bureau du procureur. Il m'a donné son nom. Oui, il a commencé à me poser des questions concernant si réellement j'avais participé au combat à Mungwado et à Kobu. Et je lui ai montré ma carte de désarmement délivrée par la Commission nationale de désarmement pour lui prouver que réellement j'étais militaire. Et il m'a posé des questions de savoir le nom de quelques commandants suprêmes des FPLC, tels que Kisembo et autres. You've told us that, Question. Vous nous avez dit que 316, vous avez posé plusieurs questions auxquelles vous avez répondu. Que s'est-il passé par la suite? Et quand il m'a posé des questions de savoir qui était nos chefs, j'ai dit que je savais. Et il m'a dit que est-ce que je pourrais accepter de parler à une personne du bureau du procureur. Et je lui ai posé la question si ça se passera où. Il m'a dit que ça se passe dans un lieu sécurisé. Et ce lieu, ça sera au camp Kandoromo. C'est là où sont logés les bataillons militaires de la Monique. Et c'est là où j'ai rencontré une personne du bureau du procureur. during that meeting with 316, Pendant cette rencontre avec 316, où vous discutez des dispositions de voyage, aviez-vous discuté de quoi que ce soit d'autre que vous deviez présenter au bureau du procureur? On n'a pas parlé des côtés ni de ce que je devais parler à l'enquêteur. Lui, il était juste chargé pour
cette démarche de préparation de voyage. Et même les jours où j'ai rencontré la première fois l'accueilleur, elle-même m'avait bien prévenu que de ne pas parler de tout ce que moi je vais parler avec elle pour ma propre raison de sécurité. Pendant le contre-interrogatoire, Marc Dessalier, conseiller de la Défense, a posé des questions aux témoins à propos des moyens financiers qu'ils percevaient de la Cour. L'ordre. Est-ce que vous vous souvenez que la Cour ait assumé d'autres types de dépenses que nourriture, logement, frais médicaux, frais de scolarité? Est-ce que la Cour payait pour autre chose? Et même mon déplacement de Bunia pour Kinshasa, ils ont payé les vols, ce que je peux mentionner. À part ça, non, en tout cas pas. Je n'ai pas eu d'autres frais qui ont payé les vols de Bunia à Kinshasa, loger à Kinshasa, la nourriture à Kinshasa, pour un temps bien déterminé de protection, et dire un frais quelconque. Ça signé document. Tous ces frais, l'argent pour la nourriture, j'ai signé toujours les documents. L'hôtel, après avoir payé à l'hôtel, le propriétaire de l'hôtel me soumettait la facture pour signer et la Cour payait. En fait, j'aimerais savoir si, lorsque l'on vous a proposé de revenir devant la Cour pour témoigner une seconde fois, est-ce que vous avez formulé au bureau du procureur ou à tout autre organe de la Cour des demandes de compensation, de prise en charge, de relocalisation, d'autres types de demandes de cet ordre? Non, je n'ai jamais fait de demande ou que, avant ma participation, dans me faire ceci ou cela. Je n'ai jamais formulé quelque chose comme ça. Ou dire que, avant que je témoigne, vous devez me faire, vous devez respecter mes conditions ou que je n'ai pas parlé des choses pareilles. Le procès continue après les vacances judiciaires.